Voilà, permettez-moi au nom de Vie at Home de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence dont le thème est la sexualité chez la personne âgée. L'oratrice est le docteur Sophie Noël qui travaille à la commission sexologie de la Société scientifique de médecine générale. Et comme je pense que c'est plus elle que moi que vous êtes venu écouter, ben je lui cède tout de suite la parole. Et je vous souhaite une bonne réunion et merci d'être venu. Et merci au docteur Sophie Noël de cet exposé qui sera, j'en suis sûr, impeccable. Merci. Voilà. Alors bonjour à tous. Ça ne se voit pas très bien sur la dia, mais je vais vous parler de la sexualité des personnes âgées. Donc, je vais commencer par quelques généralités, aborder quelques chiffres, la physiologie de la sexualité des personnes plus âgées, les obstacles à l'épanouissement de cette sexualité, les solutions qu'on peut apporter, dire quelques mots sur l'assistance sexuelle et les notions problématiques qui y sont liées, et conclure dans les temps, j'espère. Alors, je ne vous apprends rien, effectivement, il n'y a plus de titres sur Média, donc c'est pas grave. Donc, je vous apprends rien en disant que la santé, être en bonne santé, c'est pas juste l'absence de maladie. C'est un équilibre entre le corps, l'esprit et l'environnement social. Donc, c'est vraiment, la santé sexuelle fait partie de cet environnement social, fait partie de ce bien-être. Ça apporte un bien-être physique, psychique et socio-culturel relatif à la sexualité. La sexualité est évidemment est présente à n'importe quel âge. Donc elle est tout aussi importante. Je ne vous cache pas qu'il y a d'énormes études qui ont été faites et qui sont assez nombreuses sur les bienfaits de la sexualité. Donc celle-ci diminue de moitié le risque de mortalité chez l'homme. Elle atténue les effets de la ménopause, elle prévient de l'incontinence chez la femme grâce à une tonicité du périnée qui reste de bonne qualité. Elle diminue également d'un tiers le risque de cancer de la prostate parce que le fait d'avoir des éjaculations fréquentes à raison de 5 fois par semaine permet de drainer les carcinogènes. Il y a également des études qui montrent que les endorphines et l'ocytocine libérées lors de l'orgasme permettent de diminuer les douleurs, de mieux tolérer les douleurs dans les douleurs chroniques, d'améliorer la motilité de l'intestin, etc. Et la dernière en date dit qu'à raison de 3 relations sexuelles par semaine, vous rajeuniriez de 10 ans. Bref, c'est une vraie pilule de jouvence. Alors, quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais je pense que c'est quand même important. Donc, il y a une étude en 2004 qui montre que 79% des hommes et 65% des femmes de 60 à 69 ans disent que la sexualité est encore un centre d'intérêt important pour eux. 64% des hommes et 37% des femmes de 70 à 79 ans pensent la même chose. Une autre étude qui porte plus particulièrement sur la population masculine montre que 60% des hommes de 59 à 69 ans affichent un désir conservé, 42% des 70 et 79 ans, c'est la même chose, et 26% des plus de 80. Donc, ça fait quand même un homme de 80 ans sur 4 qui a quand même un désir qui est toujours conservé. Plus de 17% des plus de 94 ans disent avoir au moins une relation sexuelle par semaine et 35% d'entre eux se masturbent de manière régulière. On constate également une nette régression des difficultés sexuelles, surtout chez la femme par rapport à la libido, aux douleurs provoquées, mais aussi à la prise de plaisir. Donc il y a plus de plaisir avec l'âge. Pareil chez l'homme, plus particulièrement pour l'éjaculation précoce chez l'homme. Donc on constate une plus grande satisfaction sexuelle avec l'âge. Donc les femmes, par exemple, de 60 ans disent avoir plus de satisfaction que lorsqu'elles en avaient 20. Et il y a moins de relations sexuelles sans satisfaction. Par rapport à 1972, les femmes en 2007 disaient avoir un plus grand épanouissement sexuel, mais également plus de partenaires. Donc on a comparé des groupes de femmes d'un même âge. Et alors la dernière, avec laquelle je terminerai les chiffres, est quand même la plus drôle, c'est que 70% des hommes et 64% des femmes disent que la capacité à avoir des relations sexuelles s'effrite avec l'âge. Pourtant, quand on leur demande quel serait l'âge théorique pour lequel la sexualité s'arrête, chacun donne la décennie suivante. Donc les soixantenaires diront que ça s'arrête à 70 ans, les septentenaires à 80 ans, et ceux de 80 ans diront que ça ne s'arrête jamais. Donc le problème, ce n'est pas vraiment le vieillissement, c'est plutôt la façon que l'on a de le vivre et de s'y confronter. Donc quelqu'un qui, entre 20 et 40 ans, a une activité sexuelle régulière, gardera une activité sexuelle par la suite.
Et à contrario, ceux qui n'en ont pas forcément ou qui n'ont pas forcément une très forte libido quand ils sont plus jeunes, ne vont pas forcément la développer par la suite. Maintenant, rien n'empêche qu'un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire puisse éveiller l'eau qui dort. Alors, physiologie de la sexualité vieillissante, donc il y a effectivement des modifications corporelles que je ne vous explique pas. La silhouette se modifie, il y a des rides, la peau change, il y a des cheveux blancs, donc tout est modifié. Il y a un émoussement sensoriel, donc c'est surtout l'ouïe et l'odorat qui vont en être affectés. La vue, par contre, reste un très bon déclencheur de l'excitation. Et puis je vais surtout vous parler de la ménopause et de l'andropause qui créent plus de problèmes. Alors la ménopause, c'est une diminution des œstrogènes qui entraîne donc une diminution de la lubrification, une sécheresse vaginale, des douleurs provoquées lors des rapports. Ça peut également augmenter le risque d'infection puisque la muqueuse n'est plus aussi bien lubrifiée et les bonnes bactéries ont disparu. Et également une perte de désir, sauf chez les femmes qui restent sexuellement actives, parce que l'activité sexuelle permet de maintenir une bonne lubrification vaginale. Il y a aussi des effets sur la mémoire et les émotions puisqu'on a des récepteurs aux œstrogènes au niveau des zones limbiques du cerveau. Il y a une diminution des sensations de l'excitation et de l'orgasme. Donc les contractions musculaires sont moins intenses puisque les muscles du périnée sont moins toniques. Et donc ça donne une moins bonne qualité de l'orgasme. Donc la capacité excitatoire est plus lente. Il y a une diminution de la fréquence et de l'intensité de l'orgasme et de la libido. Maintenant, ce n'est pas le seul problème de la ménopause. La ménopause entraîne aussi une vision négative des choses. C'est-à-dire que si on estime que la ménopause va de pair avec la fin de la séduction, la fin de la féminité, de l'amour, etc., ça entraîne une dévalorisation et je dirais que c'est la pire chose qui puisse être associée à la ménopause, bien plus que la diminution des œstrogènes. En parallèle, ça peut aussi venir du partenaire. Donc si le partenaire accepte le fait qu'il vieillisse, il acceptera sa partenaire vieillissante. Par contre, s'il a le fait de vieillir en horreur, effectivement, il va renvoyer une image d'autant plus délétère pour la sexualité de sa partenaire. Donc tout est ralenti, diminué et différent, mais ça reste présent, donc la sexualité est toujours présente. Pour l'andropause, alors l'andropause, en fait, je l'avais mis entre guillemets, simplement parce que ce n'est pas une phase nette dans la vie d'un homme, ce n'est pas comme la ménopause pour la femme. L'andropause, déjà le terme est controversé, on préfère parler de déficit androgénique lié à l'âge, et ce n'est pas quelque chose de net dans le sens où ce n'est pas chez tout le monde. Donc ce sera un ensemble de signes liés à la diminution de la testostérone, mais uniquement en fonction de certains individus. Cette diminution de testostérone, elle commence dès l'âge de 30 ans. Il y a à raison de 1% par an, donc pour la testostérone totale. Et la testostérone libre, elle commence à diminuer un peu plus tard, à 1,5% par an, donc un peu plus abruptement. Cette diminution est partielle, progressive et variable, et inconstante, donc selon les individus. Alors ça entraîne au niveau des signes cliniques une diminution de la libido et des érections spontanées nocturnes et matinales, voire même plus du tout d'érection spontanée. Une augmentation du seuil d'excitation, ce qui signifie qu'il y aura un retard de rigidité de la verge. Donc il faut savoir qu'il y aura besoin de plus de caresses, de plus de minutes pour avoir une érection. Et ça, c'est important de le dire et que la personne en soit consciente pour éviter une angoisse de performance. Évidemment, si en parallèle, il y a d'autres facteurs de risque comme un partenaire qui laisse indifférent, ça peut arriver. Il y aura peut-être pas d'érection non plus, ou le fait d'avoir toujours les mêmes rites, les mêmes habitudes, ou un trop longtemps d'abstinence, ça retarde encore plus la rigidité. Alors il y aura aussi une augmentation de la période réfractaire, ce qui veut dire que pour avoir une nouvelle érection, il faudra attendre un peu plus longtemps. Là aussi, il faut être au courant simplement pour éviter une peine sexuelle qui peut être mal vécue. Alors la rigidité est diminuée, donc c'est plus vulnérable à la durée de la relation sexuelle. Si la relation sexuelle est plus basée sur le côté partage, peau à peau, contact, etc., ça peut être très bien vécu. Par contre, dans le cas d'une relation vraiment basée sur une sexualité plus agressive et plus pénétrante, ça peut être très mal vécu. Pareil pour l'éjaculation qui est plus difficile, et donc idem pour ce côté relationnel. Donc ça sera conclu sur le plan émotionnel, affectif, mais pas forcément orgasmique.
Alors, il y a également une diminution de la perception des stimuli sexuels et de la réponse. Donc, ça touche les deux temps de l'éjaculation, c'est-à-dire que le réflexe éjaculatoire sera de moins en moins perçu et les sensations de volume du sperme et de puissance expulsive seront de plus en plus difficiles à identifier. Ça arrive surtout chez les sujets qui sont peu sexuellement actifs, parce que le fait de maintenir une sexualité va maintenir un taux de testostérone plus ou moins correct. Ce sera aggravé dans les cas de prise d'alcool assez conséquente, de corticoïdes au long cours, de maladies chroniques, d'atteintes pulmonaires obstructives chroniques, d'arthrite inflammatoire, de maladies rénales avancées, de HIV, d'obésité et d'hémochromatose. Et donc toutes ces réactions sexuelles sont amorties, décalées dans le temps, mais toujours présentes. Il faut savoir aussi que les troubles de l'érection sont de l'ordre de 34% dans la tranche d'âge de 60 à 69 ans, augmentent à 53% pour les 70-79 et arrivent presque à plus de 80% pour les plus de 80 ans. Ça a évidemment un impact sur la qualité de vie puisque la testostérone joue aussi sur d'autres organes. La diminution peut entraîner une fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, de la dépression, de l'ostéoporose, etc. Et donc il faudra aussi pouvoir prendre en compte tout ça. Donc on ne va pas traiter un taux de testostérone bas, on va traiter surtout les patients qui présentent des symptômes associés à un taux de testostérone bas, tout en faisant attention aux contre-indications, donc les cancers de la prostate, cancer du sein, polyglobulie, hyperprolactinémie à discuter, les insuffisances rénales, cardiaques et hépatiques, et également le syndrome d'apnée du sommeil qui est un facteur de risque. Et donc la sexualité, ça s'entretient, et les muscles du périnée aussi. Alors juste une petite info, surtout pour les maisons de repos, c'est qu'il existe des érections psychogènes et des érections réflexogènes. Au niveau psychogène, ce sera l'érection qui vient d'un stimulus auditif ou tactile ou même de l'odorat, de l'ouïe, n'importe quoi, ou même visuel, qui entraîne tous les neurotransmetteurs qui vont faire que l'artère pénienne va se dilater, que les vaisseaux, que le retour veineux va se bloquer et donc entraîne une érection. Donc ça passe par le cerveau. La réflexogène va plutôt passer par le centre de l'érection au niveau sacré. Donc ce sera dans le cas d'une vessie pleine, d'une lésion médulaire, du parasympathique qui prend le relais sur l'orthosympathique lors du sommeil paradoxal et également du fait de toucher la zone génitale. Donc, les hommes ont des érections nocturnes qui sont tout à fait normales, qui ne sont pas forcément liées à des rêves érotiques, qui peuvent durer 15 à 40 minutes, en moyenne 20 minutes, et qui peuvent se produire 4 à 6 fois par nuit. Ce qui veut dire qu'à 8 h du matin, quand l'infirmière débarque dans la chambre, pour faire la toilette de monsieur, il y a de grandes chances qu'il soit en plein sommeil paradoxal, que donc le parasympathique ait toute l'ampleur, que sa vessie soit pleine, que ce soit le pic de testostérone qui est là entre 6 h et 10 h, et qu'en plus, pour faire sa toilette, elle va lui mettre la main au paquet. Il y a toutes les raisons du monde d'avoir une érection, donc pas la peine de s'indigner. Alors les obstacles, ça peut être un obstacle, mais il y en a d'autres. Donc il y a les tabous et croyances, la perte de l'estime de soi, le manque de partenaires, les troubles sexuels, la maladie et ses traitements, le mésusage pharmacologique, la famille et l'institution gériatrique. Donc je vais un peu détailler tous ces points. Au niveau des tabous, oui, je m'étais basée sur les PowerPoint pour les lire, mais je crois que là ça va être difficile. Donc au niveau des tabous, c'est surtout le fait de se dire que les personnes âgées n'ont pas de désir sexuel, qu'elles ne pourraient pas faire l'amour si elles le voulaient, qu'elles sont fragiles physiquement et que le sexe peut leur causer des douleurs. Elles ne sont pas attirantes et donc pas désirables. Le sexe chez les personnes âgées est honteux et pervers. Et puis, en parallèle, dans notre société, on associe mentalement la jeunesse à la sexualité, et donc il y a d'autres croyances qui en découlent. La sexualité sert à la procréation et se limite à ceux en âge de procréer. La tension sexuelle se manifeste en réponse à l'attrait physique qui est absent chez les âgés. Cette tension est maximale chez les jeunes et disparaît presque totalement avec l'âge. La sexualité est en lien avec l'amour, et celui-ci va de pair avec la jeunesse. Le niveau de fonctionnement optimal est atteint lors de la jeunesse, et que le temps de la vieillesse est celui des incapacités. Donc, vous vous rendez bien compte que tout ça, évidemment, c'est vraiment des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Ça entrave davantage l'intimité des personnes âgées, bien plus que le vieillissement lui-même, simplement parce que ça diminue aussi leur estime de soi. À force d'entendre ce genre de choses, ils en sont tellement imprégnés qu'ils finissent par se mettre dans l'autocensure. D'ailleurs, on va parler d'estime de soi. Donc, c'est lié
à toute cette sexualité qui est jugée inconvenante pour eux, donc ça les imprègne et ça diminue leur estime de soi. L'estime de soi est aussi évidemment en association avec l'altération de l'image corporelle, puisque tout change dans leur corps, qu'ils n'ont plus l'habitude de fonctionner de cette manière-là, qu'ils ont une image en face d'eux qu'ils peuvent ne pas apprécier. Il y a également l'angoisse des pannes sexuelles, la sensation de ne plus être désirable et de ne plus être ce qu'ils étaient. Donc un peu un refus d'intégrer le vieillissement comme normal. Et donc tout ça entraîne une autocensure des personnes âgées qui vont se limiter et qui va d'autant plus limiter la sexualité. Alors, le manque de partenaires, la solitude est un des facteurs principaux d'abandon de la sexualité. Il faut savoir que 85% de ceux ayant des relations sexuelles vivent en couple. Donc le fait d'être en couple peut être considéré comme un facteur de protection vis-à-vis de la sexualité. Et 61% des hommes de 61 à 92 ans vivant en couple disent avoir des relations sexuelles, contre seulement 16% des célibataires. Alors, le veuvage est aussi un facteur de solitude et un facteur d'arrêt de la sexualité. C'est, je dirais même, un des facteurs de rupture d'intimité le plus important, puisqu'après un veuvage, surtout pour les femmes, il est beaucoup plus difficile de vouloir s'engager dans une nouvelle relation, de vouloir recréer de nouvelles choses, de repartager de nouvelles émotions avec quelqu'un d'autre. Donc c'est parfois impossible, voire non souhaité. Alors, il y a parfois même un sentiment de culpabilité vis-à-vis de l'ancien partenaire défunt. C'est d'autant plus compliqué que statistiquement, les femmes vivent 7 ans de plus que les hommes et donc elles sont 5 fois plus nombreuses à porter le veuvage. Et il y a une probabilité de trouver un nouveau partenaire qui est amoindrie puisque l'âge avançant, il y a plus de décès et le nouveau partenaire est éventuellement bien plus à risque de décéder également avant elle. Alors les hommes, par contre, restent moins longtemps veufs, pas forcément par sentiment amoureux, mais plutôt par nécessité domestique et par peur de l'isolement. Alors en maison de repos, c'est un homme pour 4 femmes. Certains diront le bienheureux, mais j'en suis pas si sûre. Au niveau des troubles sexuels, donc les troubles sexuels, on en a déjà un peu parlé, ça ne touche pas tout le monde. Mais on a quand même des aides concrètes par rapport à ça. Ça va du Viagra, Cialis, etc., aux implants péniens, en passant par les prostaglandines et bien d'autres choses. Il existe des lubrifiants pour les femmes qui ont des douleurs, le traitement hormonal substitutif qui améliore le flux sanguin pelvien et donc augmente la lubrification, ou en tout cas la maintient. Les oestrogènes locaux qui préviennent de l'atrophie de la muqueuse vaginale et de la sécheresse vaginale. Il est important évidemment d'avoir une bonne hygiène intime et de maintenir la tonicité du périnée. Donc peut-être penser à intégrer des petits exercices lors des cours d'aérobic en maison de repos. Et puis 3 relations sexuelles par semaine, comme j'ai dit tout à l'heure, maintiennent une muqueuse lubrifiée et élastique et maintient un seuil d'excitation constant. Alors, la maladie et ses traitements. Donc évidemment, toute pathologie, qu'elle soit physique ou psychique, entraîne un impact néfaste sur le fonctionnement physiologique, que ce soit par modification hormonale, vasculaire ou neurologique, et ce à tous les niveaux de la sexualité, donc tant au niveau des dysfonctions érectiles que des problèmes de libido, que les troubles de l'orgasme, du plaisir, etc. C'est pareil pour les traitements. Donc au niveau des traitements, tous les traitements ont un impact négatif sur la sexualité. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et certains traitements sont plus à risque que d'autres. Donc les antihypertenseurs et les antidépresseurs également. Maintenant, les antidépresseurs parfois peuvent améliorer la libido dans 30% des cas, puisque dans ce cas-là, c'est la dépression qui est à l'origine de la perte de la libido et donc le traitement permet d'améliorer les choses. Les antiparkinsoniens, eux, à l'inverse, augmentent, donc peuvent donner une hypersexualité puisqu'on leur donne de la dopamine et que la dopamine est un peu à la base de toute la cascade hormonale de la sexualité. Pareil pour le Sostilar, donc la cabergoline, les gens qui ont un prolactinome et qui sont traités pour ça. Au niveau des traitements, je dirais juste encore une petite chose, c'est que il est toujours possible de traiter les troubles de la sexualité chez les personnes âgées avec du Viagra, du Cialis, etc., pour peu qu'il n'y a pas vraiment de problème cardiaque et pour peu qu'ils ne prennent pas de nitrés. Maintenant, s'ils prennent des nitrés, on peut se permettre d'attendre 48 heures entre la prise de nitrés et la prise d'un IPDE5.
Au niveau des maladies, les maladies cardiovasculaires sont évidemment importantes parce que souvent les gens, après avoir fait un infarctus, se disent « mais tiens, je ne peux plus avoir d'activité sexuelle ». C'est totalement faux. Donc l'activité sexuelle est considérée comme prenant de l'énergie équivalente à 2 volets d'escalier. Donc le patient qui arrivera à monter 2 volets d'escalier pourra très bien avoir une activité sexuelle. Et la dernière chose, c'est simplement que tout trouble érectile doit quand même faire penser aux problèmes cardiaques à venir. Donc, il a été démontré que les troubles érectiles sont les premiers symptômes. Ils précèdent les maladies cardiovasculaires de 3 à 5 ans. Donc, il faut au moins pouvoir faire un petit bilan, vérifier qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Je vais juste aborder le point de la démence parce que c'est souvent un problème quand on y est confronté, puisqu'on ne sait pas très bien est-ce que c'est un réel désir ou est-ce que c'est de la désinhibition, enfin, qu'est-ce qui se joue vraiment derrière la démence. Donc si 30 à 40% des couples sont sexuellement actifs 5 ans après le début de la maladie, 76% l'étaient initialement. Donc il y a une diminution de la sexualité dans les couples dont l'un des partenaires est dément. Cette diminution est liée à l'émoussement affectif, à l'apathie, aux médications, à la fatigue, parfois aussi au laisser-aller du patient ou encore à la lassitude du partenaire. Donc, et d'autres fois, ce n'est pas forcément de l'apathie, mais ça peut être une hypersexualité qui peut se montrer parmi les gens déments, soit par des demandes sexuelles dans 5% des cas ou par des comportements inappropriés dans 3 à 8% des cas, donc des attouchements envers des gens qui ne devraient pas forcément toucher. Alors, les relations sexuelles ont un caractère protecteur de l'équilibre affectif du patient et du conjoint. Et la démence a moins d'impact négatif sur la vie du couple lorsque les relations sexuelles persistent. Ça améliore la tolérance et le pronostic de la maladie. Alors, par mes usages pharmacologiques, j'entendais surtout la surmédicalisation en maison de repos des patients ayant des comportements inappropriés, simplement parce qu'un désir sexuel peut parfois être dérangeant et donc est considéré comme pathologique alors que c'est juste une réaction physiologique, notamment dans les comportements sexuels inappropriés. Mais alors, dans ce cas-là, puisque déjà le Phrénactyle, qui était un neuroleptique donné jusqu'à présent, mais qui a été retiré du marché l'année passée, n'existe plus, on va éviter quand même de leur donner des CCRI ou des antipsychotiques ou même des bêta-bloquants ou n'importe quoi pour calmer leurs ardeurs. On va plutôt penser aux traitements susceptibles d'aggraver la désinhibition, surtout tout ce qui est antipsychotique, et avoir une approche psychocomportementale, donc reconduire le patient dans sa chambre si il était en train de se masturber devant tout le monde, fermer les rideaux, redéfinir le cadre avec lui dire qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles, remplacer le personnel féminin par un personnel masculin quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, et parfois peut-être avoir des solutions un petit peu plus excentriques, je dirais. Par exemple, je pense à un couple en maison de repos donc ils vivent ensemble dans leur chambre. Monsieur a des attouchements envers le personnel soignant. Par contre, il ne se passe absolument rien avec son épouse. Et donc l'idée chez eux a été d'introduire de la kiné. Donc une kiné qui faisait des massages à monsieur et qui peu à peu a intégré madame lors des massages. Et finalement, c'est madame qui a commencé à masser monsieur. Ça a pu recréer un contact tactile entre eux, un contact affectif et voire même sexuel. Et donc monsieur a cessé d'avoir des attouchements envers tout le monde. Ça, c'est par rapport à la famille. Donc, il est difficile de reconnaître une dimension sexuée à ses parents et à ses grands-parents. Il y a même parfois des conflits de loyauté par rapport aux parents qui est défunt, ou même parfois, on se dit, bah, tiens, si maman se remet avec quelqu'un de nouveau, c'est mon héritage qui va me passer sous le nez. Et donc, c'est parfois difficile d'être confronté à la famille, d'autant plus que ce sont les interlocuteurs privilégiés des soignants, que ce sont eux qui payent la maison de repos, et que donc ils s'attendent à ce que leurs demandes soient respectées. Donc, quand la famille demande à ce que, par exemple, un nouveau couple qui vient d'être formé soit séparé parce que ça les arrange eux, il faut peut-être se demander, mais tiens, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça et qu'est-ce qu'on peut en faire? Ne faudrait-il pas alors favoriser plutôt le résident à la place de sa famille? Alors l'institution gériatrique. L'institution gériatrique est un problème dans le sens où les soignants ne sont pas toujours formés à la sexualité ou formés en tout cas à entendre une demande de sexualité. Il y a parfois des appréhensions, des attitudes négatives, des tabous, des représentations sociales dont on a déjà parlé, jugeant que la sexualité est inconvenante chez la personne âgée.
Ils sont perçus comme malades alors qu'ils sont simplement âgés. Et donc, s'associe à ça l'idée de se dire, mais ils sont incapables de ressentir du désir ou du plaisir et donc d'avoir des relations sexuelles. Le corps devient un peu un objet de soin, mais c'est pas parce qu'il est un objet de soin qu'il perd toutes les autres dimensions. Donc rien n'empêche qu'une toilette peut être douce, on peut prendre son temps, enfin on n'y va pas avec une brosse à récurer non plus. Et ça c'est quelque chose qui leur manque, même les patients qui ne demandent pas de sexualité en maison de repos disent quand même que le toucher est quelque chose qui leur manque, simplement parce qu'on ne les touche plus comme personne, on ne les touche plus de manière agréable, on les touche simplement pour faire les soins. Alors l'organisation est contraignante, ben oui, l'organisation d'une institution, c'est un peu rythmé par les repas et par l'heure des soins, les chambres sont partagées, on ne sait pas très bien, hétérosexualité, homosexualité, finalement tout est mélangé parce qu'on se base sur l'hétérosexualité. Il n'y a pas forcément de chambre double pour les couples, il n'y a pas forcément de lit double non plus. Il n'y a pas de chambre en communication l'une avec l'autre, il n'y a pas de chambre qui peut être prévue pour un moment transitoire, je dirais, un moment de sexualité et d'intimité pour un couple qui n'a pas de chambre ensemble. Donc il y a pas mal de choses qui pourraient être modifiées à ce niveau-là. Et puis surtout, pour la personne âgée qui entre dans une maison de repos, c'est un peu faire le deuil de sa vie passée. Donc c'est rassurant d'une certaine manière parce qu'elle est dépendante des soins et donc là, elle sera bien soignée. Mais de l'autre, c'est assez contraignant. Et puis le manque d'intimité, donc de nouveau, l'histoire des chambres, le fait qu'il n'y ait pas forcément de clé sur les portes, que l'on entre un peu dans la chambre sans frapper ou sans attendre la réponse. Donc ça fait pas mal de choses. Alors, les solutions, de manière générale, pour avoir une sexualité épanouissante, c'est commencer par avoir une vie saine, donc avoir une alimentation qui soit correcte, c'est-à-dire pas forcément faire un régime, on a besoin de graisse pour avoir une sexualité qui soit au top, éviter l'alcool et le tabac, favoriser l'estime de soi, une image corporelle positive, pallier aux troubles sexuels et au confort. Donc quand je dis confort, je pense plutôt aux gens qui ont des douleurs articulaires, donc ne serait-ce que leur donner un dafalgan 1 heure avant, ou par exemple traiter la fatigue, les problèmes d'insomnie, etc. C'est modifier les représentations sociales. Je pense que ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Détailler le règlement d'ordre intérieur de la maison de repos et pouvoir en parler d'emblée avec le résident à son arrivée. Donc pouvoir dire, voilà, chez nous, on accepte telle et telle chose dans telle et telle condition. Peut-être même pouvoir faire des séances d'information par la suite. Former le personnel soignant. Donc former le personnel soignant à entendre une demande de sexualité, peut-être même à y répondre, à pouvoir recadrer certaines choses, mais aussi à avoir un groupe de parole, à avoir une personne référente, à savoir vers qui référer si jamais on n'est pas apte à prendre en charge. Alors il faut pouvoir structurer spatialement les maisons de repos tout en gardant une certaine sécurité. Donc je parlais des chambres tout à l'heure transitoires qu'on appelle chambres roses au Québec, des chambres individuelles mais aussi des chambres doubles. Et tout en gardant une certaine sécurité, ça veut dire que par exemple il y a des maisons de repos où ils ont le droit d'afficher une pancarte qui dit « Je ne veux pas être dérangé pendant 2 heures ». Et tant mieux, c'est très bien. Mais il faut pouvoir leur dire, ok, on vous laisse tranquille pendant 2 heures, mais après, sachez qu'on viendra quand même voir si tout va bien. Oui, il faut quand même être sûr que madame et monsieur, que l'un des deux ne soit pas tombé et ne se soit pas cassé le col du fémur. Ou alors, s'il n'y a pas de pancarte, dire aux gens, voilà, vous avez le droit d'avoir des temps d'intimité, mais juste prévenez de quelle heure à quelle heure vous ne voulez pas être dérangé et sachez qu'on passera quand même après. Et limite, cette histoire de pancarte, ça peut être mis pour n'importe qui. Et le monsieur qui a envie de lire son journal tranquille, rien ne l'empêche de mettre sa pancarte juste pour dire « je veux qu'on me foute la paix maintenant ». Alors, favoriser les rencontres, si on a envie de rencontrer quelqu'un qui a plus de 70 ans, je dirais que c'est quand même le lieu idéal, c'est une maison de repos. C'est encore plus magique qu'un site de rencontre, c'est vraiment the place to be. Donc, pourquoi ne pas organiser des activités inter-maisons de repos? Ça leur permettrait de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, et peut-être que ce soit se faire des amis ou se faire de nouvelles conquêtes. Et puis, recourir aux exceptions. Donc, les exceptions, j'ai mis sextoys et assistance sexuelle. Alors, les sextoys, il y a parfois des maisons de repos qui organisent des démos sextoys, et tant mieux. Il y a même des résidents qui en demandent. Et honnêtement, autant qu'ils aient un sextoys plutôt qu'un objet totalement inadéquat pour la masturbation ou autre. Donc, l'assistance sexuelle, est-ce un mythe
ou une réalité, c'est une réalité. Donc ça existe depuis plus de 30 ans en Hollande, au Danemark, en Suisse et même en Israël. Et ça existe depuis 2009 en Belgique. Alors ce sont essentiellement des hommes et des femmes dans la trentaine, issus du milieu paramédical et de la prostitution, et même parfois des mères au foyer, qui ont décidé de se former à l'assistance sexuelle. Alors l'assistance sexuelle, c'est vraiment, ce n'est pas que de la sexualité. Il y a aussi tout ce qui est massage, tout ce qui est conseil, répondre à des questions, pouvoir positionner des gens qui ont des douleurs, par exemple dans certaines positions plus adéquates pour eux. Mais c'est vrai que parfois, et rarement, ça peut aller jusqu'à une pénétration ou jusqu'à du sexe oral. Alors comment ça se passe? En général, quand il y a une demande, souvent en maison de repos ou même parfois à domicile, la personne contacte une ASBL de référence qui est l'ASBL Aditi en Belgique. Et donc il y a une évaluation de la demande qui est faite par un psychologue et une sexologue de manière à répondre le plus adéquatement possible. Il y a une aide qui est apportée pour les couples et ça va vraiment, comme je vous l'ai dit, de la sensorialité à la génitalité. Donc la formation des assistantes sexuelles, elles sont formées tant aux différents handicaps qu'à la personne âgée, qu'à la manière de positionner les gens. Elles ont des notions de psychologie, de communication, de sexologie, un peu d'administratif et évidemment du juridique. Parce que tout ce qui touche à l'assistance sexuelle est amalgamé à la prostitution, et c'est bien là la notion problématique. C'est que le terme d'assistance déjà peut entraîner un sentiment d'être assisté. Donc certains vont préférer parler d'accompagnement plutôt que d'assistance. Il y a également l'ambiguïté du statut, donc est-ce un assistant, est-ce un soignant, est-ce une prostituée ou un prostitué, parce qu'il y a également des hommes qui le font. Alors j'ai envie de dire, ce n'est rien de tout ça, ce n'est ni un masseur, ni un soignant, ni uniquement des travailleurs du sexe, c'est vraiment un tout autre registre. Alors certains pourraient s'insurger contre le fait que les femmes sont utilisées comme des corps-objets dans cette situation, mais pas du tout. Déjà, il y a aussi des hommes qui pratiquent cette activité, et puis surtout, ils décident à un moment donné de mettre à disposition leur corps et leur connaissance pour le bien-être d'autrui. C'est surtout ça, c'est un peu une philosophie qui est complètement à part et qui n'a rien à voir avec la prostitution. Alors, certains assistants sexuels peuvent être des prostituées, mais toutes les prostituées ne sont pas des assistantes sexuelles. Alors au niveau des financements, c'est parfois difficile parce que ça a un coût. Je pense qu'en Belgique, c'est à raison de 80 € par séance. Donc est-ce que ce sera remboursé? Est-ce que c'est du bénévolat? Enfin, on ne sait pas très bien. Maintenant, je pense que le fait d'avoir une notion de finance dans tout ça permet de mettre un cadre aussi. Alors l'offre est restreinte, oui, évidemment, c'est pas sur catalogue, donc on ne va pas avoir un catalogue avec toutes les femmes disponibles et tous les hommes disponibles, donc il va falloir faire le deuil de certains fantasmes. Monsieur qui préférait une belle brune bouclée et un peu rondouillette, devra faire le deuil de son fantasme et avoir, je sais pas, peut-être une blonde grande et élancée. Donc voilà. Au niveau affectif, alors ça aussi, l'assistance sexuelle ne répond pas à un besoin affectif, ça répond à un besoin sexuel. Donc il faut vraiment pouvoir faire la différence entre les deux. Quelqu'un qui a envie d'être dans une relation amoureuse, qui a besoin de compagnonnage, etc., ça ne lui conviendra pas du tout. Au contraire, on va créer un autre problème. Donc c'est vraiment répondre à un besoin sexuel de manière ponctuelle. Donc pour éviter ce transfert affectif, déjà, il y aura le cadre du contrat professionnel, le fait que ce soit payant et le fait que les visites sont espacées aux environs d'une fois par mois. Alors pour qui? Il n'y a pas vraiment de critères de sélection du patient, c'est simplement qu'il faut pouvoir faire la différence entre ce besoin affectif et un besoin pulsionnel et que le patient ne doit pas être confus. Donc ça aussi, dans les cas de démence, il y a parfois des besoins sexuels évidemment, mais il faut être sûr que la demande sexuelle ne vienne pas de la désinhibition et que ce soit un réel désir. Donc ça c'est assez compliqué. Et puis il faut être sûr aussi que le patient ne va pas confondre, parce que s'il est un peu confus et qu'on lui dit tiens, elle, vous avez le droit de la toucher ou de lui demander de se déshabiller, etc. Mais il faut qu'il puisse comprendre qu'il n'a pas le droit de demander ça à tout le monde. Alors, est-ce de la prostitution masquée? Non, ce n'est pas de la prostitution masquée. Comme je le disais, les prostituées ne sont pas toutes des assistantes sexuelles et les assistants sexuels peuvent parfois être des prostituées.
Il y a une sélection qui est faite, une formation, comme j'ai expliqué, par l'ASBL Aditi en Belgique, et une supervision. Donc après chaque séance, elles sont supervisées. Elles ont un peu comme les groupes Balint pour les médecins, mais de quoi être supervisées au niveau psychologique et au niveau amélioration des formations et de la prise en charge de la personne. Au niveau légal, mais alors il y a deux choses différentes. Il y a le côté légal pour la maison de repos, le résident est considéré comme dans son domicile à la maison de repos, donc il aurait tout à fait le droit de faire venir qui il souhaite. Maintenant, évidemment, ça pose un problème par rapport aux directions. Et il y a évidemment la notion de proxénétisme, donc le fait d'inciter à la débauche est pénalisé en Belgique. Donc en conclusion, les personnes âgées ont une sexualité bien vivante, on n'a pas l'âge de nos artères mais l'âge de nos désirs, il faut pouvoir aller à l'encontre des représentations sociales. Je pense que les formations pour les soignants sont très importantes, avoir des lieux de parole pour eux est d'autant plus important puisque parfois on ne sait pas forcément comment réagir face à une demande sexuelle ou face à des avances de certains patients. Donc il faut pouvoir en discuter et puis peut-être avoir une personne de référence, mais des lieux de parole aussi pour les personnes âgées, je pense que ce serait pas mal. Puis il existe des suppléances exceptionnelles telles que l'assistance sexuelle, mais ce n'est pas forcément la solution miracle à tout, elle doit vraiment être bien, les pour et les contre doivent être bien pesés. Et je pense que le rôle du médecin généraliste, des infirmières et de tout le personnel soignant est assez important puisque c'est vers eux qu'on va se tourner pour les demandes sexuelles. Voilà. Est-ce que... Merci. Y a-t-il des questions? Aditi. A-D-I-T-I. Donc la question c'est comment on peut gérer la confidentialité si on instaure des chambres roses. La suite, j'ai pas tout compris. Tout à fait. Je dirais que ça, c'est aussi une question liée à la structure de la maison de repos. Il y a parfois des maisons de repos qui ont l'avantage d'avoir des annexes qui sont un peu plus espacées par rapport au lieu de vie. Et donc là, c'est pas mal. Je dirais que ça aide à la confidentialité. Maintenant, les chambres roses peuvent peut-être aussi se trouver un peu plus loin où tout le monde peut les louer, même pour d'autres choses. Ça peut être une chambre qui soit utilisée pendant quelques heures pour même autre chose que de l'intimité sexuelle. Et donc comme ça, on ne sait pas pourquoi les gens l'utilisent. C'est juste une façon d'avoir un lieu qui soit un peu plus retiré, où l'intimité est permise, où par exemple celui qui a envie de visionner un film érotique ou lire une revue érotique puisse le faire sans être dérangé. Mais c'est vrai que la question est assez compliquée. Et répondre à tout ça est assez compliqué. Maintenant, une chose qui peut vous aider si vous êtes intéressé, c'est que Espace Senior a édité des brochures qui sont assez bien faites sur les solutions qu'on peut amener en maison de repos, surtout. Et je pense qu'être aidé par quelqu'un pour mettre au point tout ça, le côté architectural et même le côté organisationnel, ça peut être intéressant. Espace Senior. Pas d'autres questions ? Oui, il y a un lien affectif illimité dans le temps, effectivement. Mais ce que je voulais dire surtout, que l'idée n'est pas de leur amener un compagnonnage régulier. Et donc, il ne faut pas que les gens puissent tomber amoureux de leur assistant sexuel.
L'idée n'est pas d'aller au resto et d'aller se balader et puis de revenir à la maison de repos. C'est vraiment pour un côté besoin sexuel, une pulsion sexuelle à assouvir. Et évidemment, lorsqu'il y a la sexualité qui entre en jeu, il y a toujours un peu d'affectif qui est là, c'est évident. D'autres questions? Bien, merci.